À certains moments, des mondes se croisent, des lignes se mélangent, et on glisse sans s'en rendre compte d'un univers à un autre. Ma mère est morte en mai 2001, et ça nous a tous profondément marqués. Le choc a été tel que, même des mois plus tard, on n'arrivait toujours pas à vivre normalement. En septembre, on dormait encore tous dans la même pièce, mon père, ma petite sœur et moi. On avait besoin de rester proches, comme si la proximité pouvait empêcher le monde de continuer à s'effondrer. À cette époque, je travaillais comme infirmière de nuit. Le 10 septembre 2001, j'avais fait une double journée, couvrant les shifts du jour et du soir. J'étais rentré vers 23h30, épuisé, et je m'étais endormi presque aussitôt après avoir posé mon sac. Je n'ai aucun souvenir de ce qui s'est passé ensuite, mais ce sont les paroles de mon père et de ma sœur qui me hantent encore aujourd'hui. Selon eux, vers 3h du matin, je me serais levé d'un seul coup, comme réveillé en sursaut, puis j'aurais commencé à faire mes bagages dans un état d'urgence totale. Ils m'ont entendu crier que le Pentagone avait été attaqué, que nous étions en guerre, qu'on devait partir immédiatement, sans attendre une minute de plus. Apparemment, j'étais dans un état de panique extrême, répétant en boucle qu'on n'était plus en sécurité, que quelque chose de grave était en train de se produire, et qu'on devait fuir tout de suite. Mon père et ma sœur ont dû me retenir physiquement pour m'empêcher de quitter la maison en pleine nuit. À leurs yeux, j'étais simplement en train de craquer, trop fatigué, trop bouleversé. Mais ce n'est que plus tard, au matin du 11 septembre, que tout a pris une tournure déroutante. On a allumé la télé, et on a vu les images du premier avion frappant la tour. On ne comprenait pas encore ce qui se passait, mais l'ambiance dans la pièce a immédiatement changé. Mon père s'est tourné vers moi, et d'une voix à la fois étonnée et inquiète, il m'a dit « C'est vraiment dingue ce que tu as fait cette nuit. Tu disais que le Pentagone était attaqué. » Et puis, quelques minutes plus tard, les chaînes d'infos ont confirmé que le Pentagone avait aussi été touché. C'est là que le silence s'est installé entre nous. Il n'y avait plus rien à dire. Je ne me souvenais de rien. Aucune image, aucun mot, aucun rêve. Juste le vide. Mais eux, ils s'en souviennent comme si c'était arrivé hier. Et moi, encore aujourd'hui, je ne comprends pas comment j'ai pu savoir. C'est peut-être la chose la plus étrange que j'ai jamais vécue. En novembre, je passais environ un mois chez mon beau-père. C'était un arrangement temporaire pendant une période un peu instable. Un jour, avec ma femme, nous quittons sa maison pour aller passer quelque temps chez sa mère. En sortant, je réalise que je ne trouve plus mon portefeuille. Ce n'est pas inhabituel pour moi, ça m'arrive souvent, donc je ne m'inquiète pas. On monte dans la voiture et on part comme si de rien n'était. 2 jours plus tard, nous revenons chez mon beau-père pour une nuit. On dépose nos sacs de voyage sur le matelas gonflable qu'on utilise comme lit. Ma femme reste dans la chambre pendant que je sors chercher un verre d'eau dans la cuisine. Il n'y a rien de particulier, je marche, je parle avec elle à travers le couloir, puis je vais aux toilettes comme si la soirée continuait normalement. C'est alors que, depuis la chambre, elle me dit quelque chose d'étrange. Sa voix est neutre mais ce qu'elle dit me glace le sang. Elle dit « Ah, super. Tu as retrouvé ton portefeuille. » Je m'arrête net. Je ressens un frisson brutal courir le long de ma nuque. Mes épaules se tendent sans que je puisse les contrôler. Je retourne dans la chambre sans rien dire, et là, je vois le portefeuille. Il est posé bien en évidence, juste au-dessus de mon téléphone, celui que j'avais posé à cet endroit à peine quelques minutes plus tôt. Je n'avais pas touché à ce coin de la pièce depuis notre retour. Personne d'autre n'était entré. Ce détail me hante encore aujourd'hui, parce que rien dans cette scène ne peut s'expliquer simplement. On était en voiture, en train de quitter un parking. Je cherchais mes lunettes de soleil préférées, celles que je laisse toujours dans le pare-soleil au-dessus du siège conducteur. Je soulève le pare-soleil, je regarde rapidement à l'intérieur, mais elles ne sont pas là. Énervé, je prends une autre paire qui traînait dans la boîte à gants. On commence à rouler.
On prend plusieurs virages, on traverse quelques carrefours, et la lumière du soleil commence à taper directement sur les rétroviseurs. Il est tard dans la journée, l'heure où les ombres s'étirent et le soleil te frappe juste à la hauteur des yeux. Je passe mon temps à ouvrir et refermer le pare-soleil pour atténuer les reflets. Une fois, 2 fois, 3 fois. Et puis, sans prévenir, à la 4e ou peut-être la 5e fois que je rabats le pare-soleil, j'entends un bruit sourd. Les lunettes que je cherchais au début tombent directement sur mes genoux. Il n'y a pourtant aucun compartiment caché, pas de pochette, pas de clip magnétique. Juste ce pare-soleil simple, en plastique rigide. Je les avais cherchées là, précisément à cet endroit, quelques minutes plus tôt, et elles n'y étaient pas. Je le sais, parce que j'ai regardé attentivement. C'est comme si elles avaient décidé de réapparaître au moment où j'avais abandonné l'idée de les retrouver. Il y a environ 3 ans, ma copine et moi étions dans le métro londonien, probablement en route vers une soirée ou un anniversaire, je ne me souviens plus vraiment. Il y avait du monde ce soir-là, mais on avait réussi à trouver 2 places côte à côte, juste à côté des portes. On discutait tranquillement, en essayant de ne pas trop se faire bousculer par les passagers qui entraient et sortaient à chaque station. À l'arrêt suivant, une femme est montée dans la rame avec son petit garçon. Il devait avoir 4 ou 5 ans, pas plus. Ils se sont arrêtés juste en face de nous, debout à quelques centimètres à peine. Je ne suis pas du genre à fixer les gens dans le métro, surtout pas les inconnus, alors je gardais les yeux baissés. Mais au bout d'un moment, j'ai senti, presque physiquement, que quelque chose me fixait. D'un simple coup d'œil en coin, j'ai vu le petit garçon. Il était tourné vers moi, totalement immobile, et il me regardait droit dans les yeux. C'était plus fort que moi, j'ai fini par tourner la tête vers lui. Et là, j'ai ressenti une sorte de choc interne, comme un vertige très bref. Ce visage, c'était moi. Pas juste une vague ressemblance. Non, c'était comme si je me regardais dans un miroir d'enfance, un miroir venu d'un autre temps. Il avait la même forme de visage, les mêmes cheveux, les mêmes sourcils légèrement froncés, et ce regard calme et pénétrant que j'avais sur certaines photos que ma mère adorait sortir pour les repas de famille. Le gamin ne bougeait pas. Il ne clignait même pas des yeux, ou alors c'était imperceptible. Pendant au moins 6 minutes, il est resté planté là, à me fixer sans aucune gêne. Je me suis penché vers ma copine et je lui ai soufflé à l'oreille que ce gamin me ressemblait étrangement, presque exactement comme quand j'avais son âge. Elle a jeté un regard rapide, un peu sceptique. Elle n'a pas dit grand-chose sur le moment, mais une fois rentrée chez nous, je lui ai montré des vieilles photos de moi enfant. Là, son visage s'est figé, et elle a simplement dit « Ok, c'est flippant ». Elle n'avait pas vraiment vu la ressemblance dans le métro, mais en revoyant les images, elle a reconnu l'étrangeté de la situation. Quand la femme et l'enfant sont descendus, j'ai cru que ça allait se terminer là. Mais au moment de sortir, le petit garçon s'est retourné une dernière fois. Il n'a pas souri. Il n'a rien dit. Il s'est contenté de lever la main, très lentement, dans un geste figé, comme un salut muet. Son regard n'a pas quitté le mien, même lorsque les portes ont commencé à se refermer. Je garde toutes mes ceintures accrochées derrière la porte de notre chambre. Aucune idée pourquoi, c'est juste devenu une habitude au fil du temps. Le truc, c'est qu'on a un tapis épais dans cette pièce, tellement épais qu'il faut vraiment forcer la porte pour la fermer complètement. Et chaque fois qu'on la pousse, les boucles des ceintures se mettent à s'entrechoquer contre le bois, dans un bruit métallique bien reconnaissable. C'est devenu un son familier. Une nuit, alors que tout semblait normal, j'ai entendu ces boucles s'agiter. Le claquement des ceintures contre la porte m'a immédiatement fait penser que l'un de nos enfants s'apprêtait à grimper dans le lit. Avec 4 enfants tous âgés de moins de 10 ans, ce n'est pas rare qu'un d'entre eux vienne se glisser entre nous au milieu de la nuit. Presque sans réfléchir, j'ai bougé un peu pour leur faire de la place au centre du lit. J'ai attendu. Rien ne bougeait. Le lit restait silencieux, mis à part le souffle régulier de ma femme qui dormait profondément à côté de moi. Au bout de quelques minutes, le silence m'a mis mal à l'aise.
J'ai tendu la main, cherché du bout des doigts un petit corps endormi, mais il n'y avait rien. Alors je me suis levé, traversant la maison encore plongée dans la pénombre, pour aller vérifier les chambres. Chacun des enfants dormait profondément, bien emmitouflé sous ses couvertures. Aucun signe de mouvement récent, aucune trace d'un enfant ayant quitté son lit. Ils étaient là depuis longtemps, et pourtant je sais ce que j'ai entendu. Ce n'est qu'un détail bizarre parmi d'autres. Un peu plus tard, une autre nuit, j'ai fait un rêve particulièrement intense. J'y voyais ma plus jeune fille tomber d'une falaise. Un rêve violent, vif, presque trop réel. Je me suis réveillé avec le cœur qui battait beaucoup trop fort pour rester couché. J'ai eu ce réflexe étrange, ce sentiment que quelque chose n'allait pas. Je suis sorti du lit et je suis allé directement dans la chambre des filles, à l'autre bout de la maison. En entrant, j'ai vu une lumière inhabituelle au sol. Une lampe qu'on utilisait temporairement comme veilleuse avait été renversée. Elle était allumée, face contre le tapis. Le plastique de l'abat-jour fondait lentement, et la chaleur avait déjà creusé un trou noir dans le tissu. En y regardant de plus près, je me suis rendu compte que le feu avait déjà entamé la surface du parquet en dessous. Quelques minutes de plus, et la pièce aurait pris feu. Personne ne s'était réveillé, pas même moi, si ce rêve ne m'avait pas tiré du sommeil. Je ne crois pas aux coïncidences pures, mais je ne sais pas quoi en penser non plus. Ce genre de choses, on ne l'oublie pas. Ça m'arrive souvent de partir dans mes pensées. Je peux être en train de marcher, d'attendre le bus, ou même de bosser sur quelque chose, et sans prévenir, mon esprit dérive. Je repense à des trucs sans importance, des souvenirs flous, des bouts de conversation, et parfois, sans aucune raison apparente, une scène d'une série me revient en tête. Presque à chaque fois, c'est une série comme Friends, ou un autre truc du même genre, un épisode que j'ai vu des dizaines de fois. Ce n'est pas un souvenir précis, pas un flash émotionnel fort, juste un petit extrait très banal. Une blague idiote, un moment où Chandler fait une remarque sarcastique, ou une scène dans l'appartement avec tout le monde autour du canapé. Et le plus étrange, c'est que ces souvenirs, totalement sortis de nulle part, se manifestent presque systématiquement avant que l'épisode en question passe à la télé dans la journée. Je ne suis pas en train de zapper en cherchant volontairement ces épisodes, je tombe dessus par hasard, en allumant la télé ou en passant devant l'écran. Et c'est exactement la scène à laquelle j'ai pensé quelques heures plus tôt. Ce n'est pas arrivé qu'une ou deux fois. C'est régulier. Au moins une fois par mois depuis, toujours, en fait. Depuis que je suis assez vieux pour me souvenir de ce genre de coïncidence. Je sais bien que ça peut paraître banal ou que certains appelleront ça juste une coïncidence statistique. Mais quand c'est toujours le même type de série, toujours des scènes très précises, et que ça revient sans arrêt, on commence à se poser des questions. Est-ce que je me souviens inconsciemment de la programmation ? Est-ce que mon cerveau capte quelque chose que je n'ai pas conscience de connaître ? Ou est-ce que c'est plus étrange que ça ? C'est un peu difficile à expliquer, et c'est sûrement pas aussi frappant que certaines des autres histoires, mais ça me trotte encore dans la tête. C'est un de ces moments où quelque chose cloche, sans que tu puisses vraiment mettre le doigt dessus. Il y a quelques mois, j'étais allé faire quelques courses. J'ai garé ma voiture comme d'habitude, pris un caddie et commencé à marcher vers l'entrée du supermarché. Juste avant d'y arriver, un homme m'a dépassé en courant, tenant la main d'un petit garçon. Ils venaient de derrière moi, ils m'ont doublé assez rapidement et sont entrés dans le magasin en courant. J'ai supposé que le gamin devait avoir une urgence, peut-être une envie pressante ou un autre truc de gosse, rien de bien étrange jusque-là. Je fais mes courses tranquilles. Une dizaine de minutes plus tard, je ressors. Je pousse mon chariot vers la sortie, les bras un peu chargés. Et là, en sortant du bâtiment, je les vois à nouveau. Le même homme, le même enfant, en train de faire exactement la même chose, au même endroit. Ils couraient dans la même direction, main dans la main, avec la même allure, la même tension dans leur visage. C'était comme si quelqu'un avait appuyé sur « rejouer la scène ». Sauf que cette fois, moi, j'étais en train de sortir, pas d'entrer.
On s'est croisés dans l'autre sens, exactement comme avant, mais inversé. J'ai ralenti net. Sur le moment, je me suis demandé si je perdais la tête. Est-ce qu'ils étaient sortis, puis revenus en courant pour une autre raison bizarre, et ça tombait juste au même moment par hasard? Ou alors, est-ce que j'ai vu la même séquence 2 fois, sans raison logique? Un genre de boucle, ou de faille légère dans quelque chose que je ne comprends pas. Quand j'étais plus jeune, j'avais une peluche à laquelle je tenais beaucoup. Rien de très particulier en apparence, mais elle avait traversé avec moi pas mal d'étapes de ma vie, et je l'emmenais partout sans trop y penser. Pendant un séjour à l'hôtel, il y a presque 10 ans maintenant, cette peluche a disparu. Je m'en suis rendu compte peu après que le ménage ait été fait dans la chambre. J'ai cherché partout, même sous les lits, dans les draps, dans les tiroirs. Mais rien. Les femmes de chambre ont probablement dû la jeter en pensant que c'était un vieux jouet oublié. Et c'est comme ça que je l'ai perdu. Ça m'a franchement affecté à l'époque. Je n'ai rien pu faire pour la récupérer, et j'ai fini par me résigner, comme on le fait parfois avec les choses qui ne reviendront pas. Des années ont passé. J'ai déménagé, j'ai changé de vie, et j'ai même acheté un bateau que j'utilise pour des petits séjours tranquilles, loin du bruit. Tout ce qu'il y a à bord a été acheté bien après l'épisode de l'hôtel. Nouveaux bagages, nouveaux draps, nouvelles affaires. Aucun lien matériel avec cette période-là. Un jour, en préparant le bateau pour un nouveau départ, je décide de changer les draps de la couchette. Rien d'extraordinaire, juste une tâche routinière. Mais en retirant les draps sales, je sens quelque chose de mou, de compact, coincé entre les plis. Et là, je le reconnais immédiatement. C'est ma peluche. La même. Exactement la même. Pas une copie, pas un modèle similaire, non. La mienne. Avec les coutures légèrement usées sur le côté, et cette petite tache sur l'oreille qui n'est jamais partie. Je suis resté immobile, debout dans ce bateau, incapable de comprendre. Aucun scénario logique ne tenait debout. Cette peluche avait disparu 10 ans plus tôt dans un autre pays, dans un hôtel dont je ne m'étais plus jamais approché. Et tout ce qui se trouvait sur le bateau n'avait jamais eu de contact avec mes anciennes affaires. C'était impossible. Et pourtant, elle était là. Quand j'étais enfant, j'avais une PlayStation 2 que j'utilisais très souvent. C'était un peu mon refuge, un monde à moi que je pouvais explorer pendant des heures. Un soir, je fouillais dans un placard de la maison, un de ces endroits où s'accumulent des choses qu'on ne regarde jamais vraiment. Et là, je suis tombé sur un jeu que je n'avais jamais vu auparavant. Pas de souvenir de l'avoir acheté. Pas d'étiquette de magasin. Juste un boîtier, rangé là, comme s'il m'attendait. La curiosité a pris le dessus. C'était tard, je n'étais pas censé être encore debout, mais j'ai glissé le disque dans la console, baissé le son, et je me suis installé devant l'écran. Dès les premières minutes, j'ai senti que ce jeu n'était pas comme les autres. Il y avait quelque chose de dérangeant dans l'ambiance, dans les sons, dans les images. Ce n'était pas un jeu d'horreur au sens classique, pas de monstres surgissant à l'écran, mais une tension sourde, une impression constante que quelque chose n'allait pas. Au bout d'un moment, trop mal à l'aise pour continuer, j'ai voulu arrêter. J'ai appuyé sur le bouton « Power » de la console. Rien. J'ai tenté d'éteindre la télé. Rien non plus. Le jeu continuait. Aucun menu, aucun bouton pause, aucune réponse à la manette. Je commençais à paniquer, seul dans la pièce plongée dans une lumière bleue étrange, les yeux rivés sur un écran qui refusait de m'obéir. Pris de panique, j'ai débranché la multiprise d'un coup sec. La console, la télé, tout devait s'éteindre. Mais l'image était toujours là. Le jeu tournait encore. Je me suis levé, j'ai quitté la pièce sans me retourner. Quand je suis revenu, un peu plus tard, tout était noir. Plus de sons, plus d'images. Le silence total. Je n'ai jamais retrouvé ce jeu. Je ne me souviens même plus de son nom, ni de l'apparence exacte du boîtier. J'ai fini par le remettre quelque part, mais je ne l'ai jamais revu, malgré toutes mes recherches.
C'est comme s'il n'avait jamais existé. Je passe pas mal de temps sur mon téléphone, mon ordinateur ou mon PC, souvent avec la télé allumée en fond. Pas forcément pour regarder quelque chose attentivement, mais juste pour le bruit, comme beaucoup de gens le font. Et il y a un phénomène que j'ai remarqué depuis des années maintenant. Au moins une fois par semaine, parfois plus, un mot dit à la télé me saute à l'oreille. Il ne se passe rien de spécial, juste ce mot qui semble soudain ressortir du reste. Et au même instant, ou une seconde après, je suis en train de lire exactement ce même mot sur l'écran de mon téléphone ou de mon ordi. Parfois, c'est l'inverse, je lis un mot, et juste après, quelqu'un le prononce à la télé. Ça ne serait pas si étrange si c'était un mot courant. Mais souvent, ce sont des mots inhabituels, longs, techniques, ou peu utilisés dans des conversations normales. Ça ne s'arrête pas à la télé. Le phénomène se produit aussi quand j'écoute de la musique. Une phrase dans une chanson, un mot précis, et au même moment, il apparaît devant moi sur l'un de mes écrans. C'est un peu comme si deux choses complètement séparées se synchronisaient sur un détail précis, sans aucune raison. Et parfois, c'est encore plus étrange. Il m'est arrivé plusieurs fois d'entendre ma copine parler au téléphone, dans une autre pièce ou juste à côté. Elle dit un mot, à haute voix, en pleine conversation avec quelqu'un, et ce mot, je viens de le lire à l'instant même, où je suis littéralement en train de le lire. Là encore, ce ne sont pas des mots anodins. Ce sont des termes qui n'ont aucune raison d'apparaître en même temps à ces endroits-là. Je ne peux pas l'expliquer. Ce n'est pas effrayant au point de paniquer, mais c'est assez étrange pour que ça me fasse réagir à chaque fois. Et maintenant, c'est devenu une sorte d'habitude. Quand ça arrive, je lève les yeux, je pense simplement, tiens, encore, puis je retourne à ce que je faisais. C'est comme si une partie de mon quotidien était constamment légèrement décalée, ou parfaitement alignée, selon la manière dont on veut le voir. Quand j'étais enfant, je passais souvent du temps chez ma grand-mère. C'était une maison modeste, avec une grande allée devant et un garage attenant qu'on utilisait aussi comme entrée. Un après-midi, je jouais dehors, courant partout comme seuls les enfants savent le faire, insouciant et plein d'énergie. Je me souviens très bien de ce moment. Je courais vers le garage, décidé à entrer par là pour retourner dans la maison. À l'intérieur du garage, il y avait 3 petites marches qui menaient à la porte de service, celle qui donnait directement sur la cuisine. Je courais vite, je visais cette porte. Et puis, je l'ai touchée. Je me souviens clairement d'avoir rebondi contre la porte, comme si elle avait été soudainement plus solide qu'elle ne l'aurait dû. Je suis tombé en arrière et j'ai heurté ma tête au sol. Quand j'ai rouvert les yeux, je n'étais plus dans le garage. J'étais allongé dehors, sur le béton de l'allée. L'air était différent, plus frais. Je me suis redressé en clignant des yeux, un peu sonné, et j'ai demandé à ma grand-mère ce qui s'était passé. Je pensais que j'avais perdu connaissance dans le garage. Mais elle m'a regardé, l'air un peu surprise que je pose la question. Elle m'a dit que je n'étais jamais entré dans le garage. Selon elle, j'avais tourné trop vite en courant, et j'avais heurté la voiture qui était garée dans l'allée. J'étais tombé sur place, inconscient quelques secondes. C'est là qu'elle m'avait trouvé. Sauf que dans ma tête, j'avais vu autre chose. Je me revoyais nettement dans ce garage, les marches, la porte blanche, et ce contact brutal. Je n'ai aucun souvenir de la voiture, aucun souvenir de m'être arrêté devant. Juste cette scène impossible, moi, tombant à l'intérieur, et me réveillant dehors. Je ne sais toujours pas ce que j'ai vraiment vécu. Peut-être que mon cerveau a reconstruit les choses différemment. Peut-être que quelque chose m'a échappé. Quand j'étais plus jeune, j'ai vécu un moment qui, même aujourd'hui, reste impossible à expliquer. Ce n'était pas violent, ni particulièrement dramatique, mais ça m'a marqué d'une manière que je n'arrive toujours pas à formuler clairement. Je sortais de ma chambre pour aller aux toilettes. La configuration de la maison était simple. En sortant, il y avait la salle à manger sur la droite, avec la grande table au milieu,
et à gauche, environ 10 pas plus loin, se trouvait la salle de bain. Rien de spécial, juste un trajet que je faisais tous les jours, sans y penser. Je fais ce que j'ai à faire, puis je repars tranquillement vers ma chambre. Et là, en passant devant la salle à manger, mon regard est attiré par une lueur douce qui semble flotter juste au-dessus de la table. C'était comme une flamme, pas vive, mais stable, dorée, presque chaleureuse. Une lumière de type bougie, mais sans bougie. Et je savais pertinemment qu'il n'y avait rien sur cette table avant. J'étais passé devant il y a 2 minutes à peine, et elle était vide. Ce qui est étrange, c'est que je n'ai pas eu peur. Pas sur le moment. J'étais fasciné, attiré, comme si quelque chose m'appelait sans un mot. Je me suis approché lentement, pas à pas, sans réfléchir, complètement absorbé par cette petite lueur suspendue. Je savais qu'elle n'avait rien à faire là, mais je continuais d'avancer, sans cligner des yeux. Et puis, au moment où j'ai tendu la main, juste assez près pour la toucher, elle a disparu. Pas un souffle, pas un son, rien. Comme si elle n'avait jamais existé. L'instant d'après, j'étais de nouveau dans le noir, devant une table vide. Et là, d'un coup, la panique m'a frappé. Je me suis retourné, j'ai couru à travers le couloir et j'ai foncé dans la chambre de ma mère, en hurlant comme si quelque chose m'avait suivi. Il m'est arrivé de vivre des journées étrangement identiques. Pas juste avec cette impression vague de déjà-vu, mais comme si je rejouais une scène que je ne pouvais pas changer. Je me levais, je faisais les mêmes gestes, je disais les mêmes mots, mot pour mot, pensée pour pensée. Les gens autour de moi réagissaient pareil, comme s'ils suivaient eux aussi un script. Tout semblait figé. Même les détails insignifiants, une mouche qui passe, quelqu'un qui tousse, un objet qui tombe, revenaient exactement comme la veille. Ou comme la version précédente, je ne sais pas. C'était comme être coincé dans une boucle. Et ce n'était pas juste une fois. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Et ce n'est pas la seule chose étrange qui s'est produite pendant cette période. Une nuit, j'étais seul dans le salon, tout le monde dormait. Il faisait noir, juste quelques halos de lumière venant de l'extérieur. J'ai entendu des griffures, dans le hall d'entrée. Des bruits secs, irréguliers, contre le bois ou le mur. J'ai tout de suite pensé à l'un de mes chats. C'est le genre de bruit qu'ils font quand ils s'amusent ou cherchent à rentrer dans une pièce. Je me suis donc levé, j'ai regardé dans le hall. Rien. Aucune trace de chat. Je me tourne à droite, et là, je les vois. Tous les deux, mes chats, affalés dans le fauteuil du salon. Ils ne bougeaient pas, les yeux à demi fermés. Aucun n'était allé dans le hall. Je me retourne lentement, de nouveau vers l'entrée. Et c'est à ce moment-là que j'ai entendu un rugissement. Profond, bestial. Comme un lion, mais plus fort. Pas un bruit d'animal qu'on peut expliquer, pas un son venu d'un rêve. Un vrai rugissement, sorti de nulle part, juste à quelques mètres de moi. Mon cœur s'est figé. Je n'ai pas réfléchi. J'ai juste reculé d'un pas, puis je me suis enfui aussi vite que possible vers l'étage. Et ce n'était pas fini. Quelques jours plus tard, ma sœur me montre une photo qu'elle a prise par la fenêtre de l'arrière de la maison. Sur le cliché, on voit une silhouette, immobile, debout sur notre véranda arrière. Un homme? Ou du moins, quelque chose qui en avait la forme. Le plus étrange, c'est que cette véranda était démolie depuis des mois. Il n'y avait plus d'accès normal. C'était glissant, impraticable, et même dangereux à escalader. Il n'y avait aucune raison pour que quelqu'un puisse être là. On n'a pas discuté longtemps. On a pris quelques affaires, et on est parti. On n'a jamais remis les pieds dans cette maison. Et franchement, je ne pense pas qu'on le fera un jour. Quand j'ai emménagé, j'ai découvert une quantité incroyable de plants de marijuana qui poussaient dans le jardin, à l'arrière. C'était encore illégal à ce moment-là, alors j'ai commencé à tout arracher moi-même. Je pensais que c'était juste un reste de ce que des gamins avaient planté pendant que la maison était vide,
puisqu'elle était restée inhabitée pendant presque 1 an. La première fois que c'est arrivé, j'étais rentré tard du travail. En réalisant que j'avais oublié des dossiers importants dans la voiture, je suis ressorti pour les récupérer. C'est à ce moment-là que je l'ai vu. Un jeune homme, probablement dans la vingtaine, marchait lentement derrière mon atelier. J'ai immédiatement pensé qu'il faisait partie du groupe qui avait cultivé la drogue ici. Je lui ai crié de partir, en lui disant que la maison n'était plus vide et que les plans avaient disparu. Il s'est figé sur place. Puis, sans dire un mot, il s'est retourné vers moi et a fait 3 pas dans ma direction. C'est là que j'ai senti une montée de panique. J'étais seul, il faisait noir, et je croyais vraiment que j'allais me faire agresser, ou pire. Mais il s'est arrêté net. Il a jeté un regard par-dessus son épaule, comme s'il venait d'apercevoir quelqu'un derrière lui, et a levé la main pour faire un signe, comme s'il saluait un ami. Ensuite, il a reculé de 2 pas tout en me regardant, s'est retourné calmement, et a continué en direction de l'atelier avant de disparaître. Littéralement. Il n'a pas contourné le bâtiment. Il a juste cessé d'exister sous mes yeux. Je l'ai revu 2 fois depuis. Et je ne suis pas le seul. Des invités chez moi l'ont vu aussi, à chaque fois le samedi soir, toujours à minuit 35. Le même rituel se répète à la minute près. Il apparaît sur le chemin derrière l'atelier, marche vers le garage, s'arrête au même endroit, fait 3 pas vers la maison, tourne la tête comme s'il entendait un bruit derrière lui, lève la main dans un geste amical, recule de 2 pas, se tourne dans la direction de l'atelier et disparaît à nouveau. Ce n'est pas juste une silhouette ou un bruit étrange dans la nuit. C'est précis, répétitif et étrangement calme. Et chaque fois, la même impression bizarre reste dans l'air pendant de longues minutes, comme si quelque chose ne voulait pas vraiment partir. C'est probablement quelque chose qu'on pourrait expliquer simplement par la fatigue extrême, à cause de mon travail de nuit à l'époque. Mais même avec ça en tête, l'expérience reste franchement étrange. Ce vendredi-là, je rentre chez moi après le boulot, crevé comme d'habitude. Je vais me coucher sans perdre de temps. Un peu plus tard, je me réveille, sans trop savoir pourquoi. Il est environ 7 heures du matin. Comme je suis encore fatigué, je décide de me rendormir, pensant que je vais juste récupérer une petite heure de plus avant de vraiment commencer la journée. Ce qui me semble être à peine 15 minutes plus tard, j'ouvre les yeux. J'attrape mon téléphone machinalement, et il affiche 8 heures. Donc pour moi, tout est normal. Je m'habille, je descends tranquillement à la cuisine pour prendre mon petit déjeuner. Et là, je tombe sur ma mère dans le salon, qui me fixe avec un regard à la fois inquiet et complètement perdu. Elle me demande où j'étais passé toute la journée. Je ne comprends rien. J'étais censé avoir dormi une petite heure, pas plus. Mais en vérifiant à nouveau l'heure, je réalise que c'est 20 heures. Pas du matin. Du soir. 13 heures sont passées d'un seul coup. Et je n'ai absolument aucun souvenir d'avoir dormi tout ce temps. Aucune sensation de rêve. Aucun moment de réveil partiel. Juste un saut temporel, comme si le monde avait avancé sans moi. Depuis, je n'arrive pas à me débarrasser de cette impression bizarre. Ce n'est pas juste le fait d'avoir dormi aussi longtemps. C'est cette sensation d'avoir été littéralement projeté dans le futur sans que mon corps ou mon esprit n'ait été conscient du moindre passage du temps. Quand j'étais enfant, je me trouvais dehors avec mes cousins et d'autres membres de la famille. C'était un endroit assez animé, rempli de voix, de conversations croisées, tout le monde parlait en même temps, comme souvent dans ces réunions familiales bruyantes. Et puis, sans prévenir, je me suis figé. Littéralement. Quelque chose a changé dans ma tête. Les gens continuaient à parler autour de moi, mais je ne comprenais plus rien. Les mots avaient perdu tout leur sens. Ce n'était plus du langage, juste un enchaînement de sons étranges, comme si quelqu'un avait brouillé une station de radio. Je regardais les visages autour de moi, je voyais leurs bouches bouger, mais ce qu'ils disaient n'atteignait plus mon cerveau. C'est comme si j'avais oublié une langue entière, d'un coup, sans raison. Je n'ai rien dit.
J'ai juste hoché la tête, comme si tout allait bien. J'ai fait semblant de comprendre pour ne pas attirer l'attention. Quelques secondes plus tard, tout est revenu à la normale, comme si rien ne s'était passé. Le langage était revenu, les mots avaient retrouvé leur sens, et le monde semblait à nouveau fonctionner comme avant. Je n'ai rien raconté à personne. J'étais un enfant, distrait, habitué à zapper d'une pensée à l'autre sans trop m'attarder. Mais plus tard, j'ai appris qu'on m'avait confié une tâche pendant ce moment de flottement, je devais surveiller mon petit cousin. Sauf que je n'avais rien entendu de cette consigne. Je ne l'ai pas fait. Et je me suis fait engueuler pour ça. Quand j'étais petit, ma mère m'a emmené dans un parc d'aventure, un de ces endroits pleins de structures à escalader, de cordes suspendues et de parcours en hauteur. Ça s'appelait Adventure World. C'était un lieu excitant pour un enfant, plein d'énergie, de cris, de rires et de mouvements dans tous les sens. À un moment, pendant que je me promenais entre deux structures, j'ai remarqué un petit groupe d'enfants qui couraient près d'un grand mur au fond du parc. Ils ont contourné un coin, puis je les ai vus, ou du moins j'ai cru les voir, courir droit vers le mur, et traverser. Ils n'ont pas ralenti. Ils n'ont pas contourné. Ils se sont simplement fondus dans la paroi, comme aspirés. C'était exactement comme une scène sortie d'un film, comme la fameuse plateforme 9 3/4 dans Harry Potter. Sauf que là, c'était devant moi. Dans la vraie vie. J'étais totalement convaincu de ce que je venais de voir. Je ne doutais pas une seule seconde. Alors, sans réfléchir, j'ai pris de l'élan. Je me suis mis à courir vers le mur, persuadé que j'allais passer au travers moi aussi. Évidemment, ça ne s'est pas passé comme prévu. J'ai percuté le mur de plein fouet. La douleur m'a cloué sur place. J'ai porté les mains à ma tête, étourdi, les yeux embués, et j'ai commencé à frapper le mur, en colère, frustré, déçu que la magie ne fonctionne pas pour moi. Ma mère est arrivée en courant. Elle a cru que je m'étais blessé en tombant d'un jeu. Elle n'a pas compris ce que j'essayais de lui expliquer entre deux larmes. Et moi, de mon côté, je n'ai jamais su ce que j'avais réellement vu. Est-ce que mon imagination avait pris le dessus dans l'excitation du moment ? Est-ce que les enfants avaient juste contourné un passage camouflé que je n'avais pas remarqué ? Ou est-ce qu'il s'est passé quelque chose que je ne peux toujours pas expliquer ? Je n'en ai jamais parlé sérieusement à personne. Mais ce jour-là, quelque chose s'est gravé dans ma mémoire. Ça m'est arrivé 2 fois. La première fois, c'était un jeudi, il y a 1 ou 2 mois. Il était exactement 9h37 du matin, oui, je m'en souviens très précisément. J'ai été réveillé en sursaut par un bruit énorme. Pas comme un coup de feu, ni un tremblement de terre. Plutôt comme si quelque chose de lourd s'était effondré, juste là, dans la maison. Assez fort pour me faire bondir du lit avec le cœur qui tape. C'est un quartier calme, mes voisins font à peine du bruit. Alors j'ai flippé. J'ai attrapé mon arme, j'ai fouillé la maison de fond en comble. Le bruit venait d'axes en grave côté de ma chambre, j'en étais sûr. Mais il n'y avait rien. Pas un meuble déplacé, pas une trace de chute, rien sur le sol. Mon chien dormait paisiblement, comme si de rien n'était. Toutes les portes étaient verrouillées. Je suis même sorti inspecter le toit, les murs, tout. Absolument rien d'anormal. C'était comme si le bruit n'avait jamais existé, sauf dans ma tête, mais c'était bien réel. J'en suis sûr. Et puis il y a eu aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui il y a 2 semaines. J'étais avec mon père ce week-end-là. Même horaire, à quelques minutes près. Sauf que cette fois, c'était un samedi. Et cette fois, je n'étais pas le seul. Mon père a débarqué dans ma chambre en panique. Il m'a demandé si j'étais tombé du lit. Je lui ai dit que non, je n'avais pas bougé. Alors on a vérifié toute la maison. Encore une fois. Le rez-de-chaussée, l'étage, le sous-sol, même le grenier. On a ouvert chaque porte, chaque placard, inspecté chaque coin. Rien.
Pas un objet déplacé. Pas une trace. C'est peut-être encore plus flippant que si c'était un glitch. Parce que cette fois, j'étais pas seul. Quelqu'un d'autre l'a entendu. Ce n'était pas juste dans ma tête. Et pourtant, il n'y a toujours aucune explication. Je n'ai pas d'hypothèse logique. Aucun animal n'aurait pu faire ce bruit sans laisser de traces. Rien n'est tombé, rien ne s'est brisé. Juste ce bang, surgissant de nulle part, comme un avertissement sans message. J'ai perdu ma carte d'étudiant à New York, en rentrant à pied vers mon appartement après avoir acheté à manger. Je me souviens avoir fouillé toutes mes poches, refait le chemin en sens inverse, regardé autour du point de vente, rien. Disparu. J'ai fini par abandonner et en faire refaire une nouvelle. Avançons d'environ 6 mois. Je suis désormais à Rhode Island, en stage, loin de New York. Un midi, je suis assis en train de déjeuner tranquillement sur le lieu de travail, quand quelqu'un s'approche de moi avec un air un peu confus. Il me tend quelque chose en me demandant si je l'ai fait tomber. C'était ma vieille carte. Celle que j'avais perdue à New York. Même usure sur le coin, même photo un peu ratée. Aucune chance que ce soit un double ou une confusion. Et le plus étrange dans tout ça, c'est que j'avais toujours sur moi ma carte actuelle, la nouvelle. Donc non, je ne l'avais pas fait tomber. Il n'y avait aucune logique. Aucune raison pour que cette carte refasse surface ici, dans un tout autre état, dans un lieu où je n'avais jamais mis les pieds avant ce stage. Personne dans mon entourage ne l'avait. Personne n'aurait pu la ramasser à New York et me la remettre ici, 6 mois plus tard, sans jamais m'en parler. Je n'ai jamais su comment elle avait atterri là. Ni qu'il avait gardé tout ce temps. Ni pourquoi elle m'est revenue pile ce jour-là, comme si elle avait décidé de retrouver son chemin toute seule. C'est un détail, une carte en plastique. Mais c'est aussi une énigme restée entière. Dans notre appartement actuel, il y a eu un jour où j'ai cru que ma femme était rentrée plus tôt du travail. J'étais dans le salon, concentré sur quelque chose, quand j'ai soudain senti une présence derrière moi. Puis j'ai entendu un bruit de voix souffler à mon oreille, tout près. J'ai sursauté et me suis retourné immédiatement, en pensant qu'elle essayait de me faire une blague. Mais il n'y avait personne. L'appartement était vide. La porte d'entrée était toujours verrouillée. J'étais seul. J'ai vérifié chaque pièce, mais rien. J'ai tenté de me convaincre que c'était peut-être mon imagination ou un bruit venu de dehors, mal interprété. J'ai fini par laisser passer. Mais ce n'était que le début. Un autre jour, en sortant de la douche, j'ai regardé le miroir encore couvert de buée. Et là, en plein centre, une empreinte de main. Petite. Bien trop petite pour être la mienne ou celle de ma femme. Une main d'enfant, posée à plat, net. C'était impossible à ignorer. Nous n'avons jamais eu de visite, encore moins d'enfants dans l'appartement. Et j'avais déjà nettoyé ce miroir plusieurs fois depuis notre emménagement. Il n'y avait aucune raison qu'une vieille trace refasse surface comme ça. Je n'ai rien dit tout de suite. Mais ce genre de choses laisse une impression. Comme si quelque chose voulait qu'on remarque sa présence. Le moment le plus étrange est arrivé quelques semaines plus tard. J'avais lancé l'eau de la douche pour la laisser chauffer, comme d'habitude. Je suis sorti de la salle de bain pour aller chercher une serviette dans l'armoire. 1 minute, peut-être 2, pas plus. Quand je suis revenu, la porte de la salle de bain était fermée. Verrouillée. Sauf que cette porte ne peut se verrouiller que de l'intérieur, et j'étais seul dans l'appartement. J'ai tenté la poignée plusieurs fois, j'ai tapé doucement au cas où, rien. J'ai dû démonter la poignée moi-même pour entrer. L'eau coulait toujours. Personne dedans. Rien de déplacé. Juste ce verrou, enclenché sans raison, comme si quelque chose s'était retranché là-dedans un instant. À ce jour, aucune explication. Rien de concret. Mais depuis, je ferme rarement une porte derrière moi sans la tester 2 fois.
C'est arrivé récemment. Ma femme et moi avions décidé de partir dans le désert du Nevada pour explorer d'anciennes villes minières et nous éloigner un peu de la baie. Une sorte de coupure, loin du bruit, loin du monde. On était environ à 5 heures de route dans le haut désert du Nevada, sur une longue ligne droite, presque vide, et on roulait vite pour ne pas rater l'enregistrement à l'hôtel avant 22 heures. La route était plongée dans l'obscurité. Aucune lumière, à part celle des rares véhicules qu'on croisait de loin. C'était évident chaque fois que quelqu'un arrivait en face, mais cette nuit-là, il n'y avait presque personne. En passant une série de collines basses, on a vu une lumière au loin. Une seule. À peu près à 1 kilomètre devant nous. Sur le coup, on a pensé que c'était une moto, ou peut-être une voiture avec un seul phare encore allumé. Mais en s'approchant, la lumière a commencé à changer. Ce n'était plus une forme ronde comme un phare. Elle s'est étalée, devenue ovale, et sa couleur a viré légèrement au jaune, puis au bleu pâle. Ce n'était pas violent, mais étrange. Puis, sans crier gare, la lumière a gagné en intensité, est devenue aveuglante une seconde, avant de disparaître complètement. Plus un son. Plus un mouvement. On a supposé que c'était peut-être un véhicule qui avait bifurqué rapidement sur une route secondaire, ou un chemin qu'on n'avait pas vu. Mais à l'endroit exact où on avait vu la lumière, il n'y avait rien. Aucun embranchement. Aucun sentier. Rien d'autre que le bitume et le désert, à perte de vue. Pas de traces. Pas de marque de pneus. Juste le silence. Quand je prends un taxi, il m'arrive souvent de remarquer quelque chose de bizarre. Je vois des gens marcher dans un endroit, et un peu plus loin, quelques minutes après ou même tout de suite, je les revois. Exactement les mêmes. Même visage, même vêtements, même posture. Comme si la même personne se trouvait à 2 endroits différents en même temps. Parfois, c'est encore plus étrange. Je regarde quelqu'un marcher sur le trottoir alors que le taxi roule, puis je continue à regarder dehors, et cette même personne apparaît de nouveau, plus loin, comme si elle avait avancé plus vite que la voiture, sans courir, sans prendre de raccourci. Ce n'est pas juste une impression de déjà-vu. C'est comme si ces gens étaient copiés et collés le long du trajet. Ou comme s'ils se déplaçaient d'une manière qui défie les lois normales du mouvement. Il n'y a aucune explication logique qui me vient. Ce n'est jamais quelqu'un que je connais. Toujours des inconnus, des passants, mais leur répétition est trop précise pour être une simple coïncidence. Je me demande parfois si c'est mon cerveau qui me joue des tours à force de regarder par la fenêtre sans rien dire. Mais à d'autres moments, j'ai vraiment l'impression qu'il se passe quelque chose qu'on ne comprend pas. Une fois, je participais à un débat sur l'existence de Dieu. J'étais du côté des non-croyants. Pas agressif, juste rationnel, sceptique, logique. Le genre de personne qui démonte gentiment les histoires de fantômes, les signes, les présences. Pour moi, tout ça n'était que projection humaine, des constructions mentales pour combler l'inconnu. Mais ce jour-là, en pleine discussion, le sujet du diable est venu sur la table. Rien de très dramatique, juste une question lancée comme une autre. Et c'est là que ça a frappé. Une terreur absolue. Irrationnelle. Brutale. Le genre de peur viscérale que tu ressens quand quelque chose d'impossible et dangereux se dresse soudain devant toi. Comme si tu étais seul dans un couloir sombre en pleine nuit et qu'une silhouette démoniaque sortait d'une pièce pour te bloquer le passage. Pas une peur logique. Une peur qui te paralyse, qui t'arrache quelque chose à l'intérieur. J'ai senti mon corps se vider. Mon ventre s'est contracté si violemment que j'ai eu l'impression que le bas de mon corps s'était effondré. Mon cœur battait, mais j'étais figé. La personne avec qui je discutais m'a regardé avec de grands yeux. Elle m'a dit que mon visage était devenu effrayant à voir, que j'étais devenu blanc comme un drap. Sans réfléchir, on a quitté l'endroit. Elle a pris ses clés et on a roulé pendant une demi-heure jusqu'à chez ses parents, sans dire grand-chose pendant tout le trajet. Je n'ai aucun antécédent de troubles mentaux. Je ne crois pas aux choses surnaturelles.
Je suis même plutôt du genre à gâcher les soirées où on commence à parler d'ovnis, de fantômes ou de karma. Et pourtant, ce moment-là, je ne peux pas l'expliquer. Il ne colle à rien. Il ne suit aucune logique. Il est resté en moi comme une faille que je n'avais jamais soupçonnée. Je ne dis pas que j'ai changé de croyance. Je dis juste que ce jour-là, quelque chose m'a dépassé. Et que depuis, même si je n'ai pas les mots pour l'expliquer, je sais que ce moment était réel. Je rentrais chez moi en voiture, tard dans la nuit, après un long service en cuisine. J'étais seul sur une de ces routes de campagne, un de ces chemins déserts qui relient deux petites villes. Il faisait noir, le genre de nuit où même les lignes blanches sur la route semblent s'effacer. Je roulais tranquillement, un peu fatigué mais concentré, quand c'est arrivé. Une lumière. Une sphère blanche, brillante, surgit de nulle part. Pas une voiture. Pas un projecteur. Une orbe suspendue dans les airs, silencieuse, comme un projecteur flottant au milieu de l'obscurité. Dès qu'elle est apparue, j'ai eu l'impression que le temps s'était figé. Mon pied s'est levé de la pédale, mes mains ont cessé de bouger, ma bouche s'est ouverte toute seule. C'était beau, irréel et terrifiant. Une peur sourde, instinctive, m'a traversé. Pas un sursaut, mais une pression, profonde et écrasante. J'ai senti mes yeux s'embuer, une larme couler sans que je comprenne pourquoi. Mon cerveau n'arrivait pas à gérer ce que je voyais. Je ne sais pas combien de temps c'est resté là. Peut-être quelques secondes. Peut-être une éternité. Et puis, d'un coup, c'est parti. Pas lentement. Pas comme une lumière qui s'éteint doucement. Non. Comme si on avait cliqué sur un interrupteur et que la lumière s'était effacée sans laisser le moindre éclat résiduel. Même pas ce petit halo qui reste quelques instants après avoir éteint une ampoule. Juste plus rien. J'en ai parlé à des amis. Et là, le plus étrange, certains ont vu la même chose. À d'autres endroits, à d'autres moments. Toujours la même description. Une lumière blanche, suspendue, terrifiante, qui disparaît comme si elle n'avait jamais existé. Alors oui, peut-être que c'était un drone, un vieux modèle, utilisé par quelqu'un qui voulait s'amuser à nous faire flipper. Si c'est le cas, ils ont réussi leur coup, plusieurs fois même. Mais si ce n'était pas ça? Alors disons plus un pour les extraterrestres discrets. Une fois, j'ai eu un mal des transports terrible pendant un trajet en voiture de 6 heures. J'ai vomi 3 fois dans la voiture sur le chemin. C'était l'enfer. Une fois arrivé à destination, j'étais tellement épuisé que je ne parlais plus, je ne regardais personne, je ne voulais même plus bouger. Mon corps était là, mais j'étais vide. Quand je me suis couché ce soir-là, impossible de dormir. J'étais fatigué, vidé, mais le sommeil ne venait pas. Et là, c'est devenu bizarre. Je me suis réveillé au moins une vingtaine de fois dans la nuit, chaque fois avec la même sensation, je devais bouger ma tête, lentement, précisément, pour aligner des triangles. Des formes géométriques abstraites apparaissaient dans mon esprit, comme une peinture moderne, mais sans couleur. Juste des lignes. Des polygones qui flottaient dans l'espace noir de mes paupières fermées. Ils étaient toujours un peu décalés, toujours presque alignés. Et je ne pouvais pas me rendormir tant que je ne les avais pas mis en place. Alors je tournais la tête, parfois légèrement, parfois complètement sur l'oreiller, jusqu'à ce que les formes s'alignent entre elles. Puis je sombrais à nouveau. Pour me réveiller encore, quelques minutes plus tard, et recommencer. Ce n'était pas juste un mauvais moment. C'était comme si mon cerveau avait glissé dans une logique différente, faite de lignes, de formes, et d'une étrange obsession pour un ordre que je ne comprenais pas. Mon cousin et moi, on fumait une clope après avoir fini de traire les vaches, tard le soir, sur la ferme de nos grands-parents. C'était un de ces moments tranquilles, dehors, sous le ciel noir, quand plus rien ne bouge sauf les grillons et la fumée qu'on laisse s'échapper lentement. Et c'est là qu'on a vu une lumière.
Un projecteur, ou plutôt quelque chose qui ressemblait à un projecteur, éclairait un coin du champ. Sauf qu'il y avait un détail étrange, on ne voyait pas le faisceau lui-même. Juste la tache lumineuse posée au sol, comme si la lumière venait de nulle part. On a levé les yeux. Et là-haut, à une distance d'environ 400 mètres, on a vu des lumières suspendues dans le ciel. Elles restaient fixes, sans bruit, sans clignoter. On les observait, fascinés, en silence. Jusqu'à ce qu'elles bougent. En un instant, elles ont foncé droit sur nous, sans bruit, comme une flèche. Et ce même projecteur invisible s'est braqué sur nous. On était figés. C'était trop fort, trop irréel. La lumière nous fixait. Elle ne bougeait pas. Le temps semblait suspendu. J'ai cru qu'on allait rester là pour toujours. Et puis, tout aussi brusquement, les lumières se sont éloignées à une vitesse folle. Elles se sont atténuées progressivement, comme si elles s'éteignaient en fondant dans le ciel. En même temps, on a entendu un bruit mécanique étrange, un bourdonnement aigu, qui ralentissait comme un moteur tournant à très haute vitesse, puis s'arrêtant lentement. Je me souviens avoir regardé ma cigarette encore allumée, juste pour vérifier que j'étais bien toujours là, entier, pas victime d'une abduction extraterrestre express façon émission Mystère inexpliqué. J'ai même plaisanté avec mon cousin, mais c'était nerveux. Parce qu'au fond, on savait qu'on venait de voir quelque chose qu'on ne pourrait jamais expliquer. Et honnêtement, si j'avais été seul cette nuit-là, je ne suis même pas sûr que j'y croirais moi-même. Quand j'avais 9 ans, mon grand-père était à l'hôpital. Il était très malade et venait d'être transféré dans un hôpital de type hospice. Je ne le savais pas à l'époque, tout ce que je savais, c'est qu'il avait changé d'hôpital. Ma grand-mère vivait chez nous pendant son hospitalisation et dormait dans la chambre de mon frère, juste en face de la mienne. Une nuit, je me suis réveillé à cause du téléphone qui sonnait. J'ai essayé de me rendormir, je ne m'en suis pas soucié, mais j'ai entendu ma mère sortir de sa chambre et ouvrir la porte de celle de ma grand-mère. À travers ma porte, qui était entr'ouverte d'un petit centimètre, je l'ai entendu dire « Je suis désolé, mais l'hôpital vient d'appeler. Daddy est parti. » Et ma grand-mère a répondu « Non, non, il ne peut pas me laisser. » Je me suis rendormi. Le matin, en me réveillant, j'ai entendu des voix qui ne semblaient pas être celles de mes parents. En descendant, j'ai vu plein de chaussures près de la porte et je me suis souvenu de ce que j'avais entendu la nuit précédente. J'ai compris alors que plein de membres de la famille étaient arrivés. Quelques semaines ou mois plus tard, je racontais à mes parents que j'avais entendu ma mère cette nuit-là. Ils m'ont regardé fixement, puis m'ont expliqué qu'elle ne parlait pas anglais à ce moment-là. Elle parlait grec avec ma grand-mère. Et je ne parle pas grec. À l'époque, je connaissais à peine 6 mots et demi, tous liés à la nourriture, et une phrase genre « je t'aime », c'est tout. Mais quand j'ai répété à mes parents, mon père s'était aussi levé avec ma mère, mais je ne savais pas qu'il était là puisqu'il n'avait rien dit, ce que j'avais entendu, ma mère a paniqué parce que j'avais répété exactement les mêmes mots. Mot pour mot. Ce qu'elle avait dit à ma grand-mère, et ce que ma grand-mère avait répondu. Aujourd'hui, à 25 ans, je comprends un peu plus le grec et je peux suivre à peu près ce que dit ma grand-mère. Elle a 90 ans maintenant et passe à moitié au grec au milieu de ses phrases, mais voilà. C'était un bug dans la matrice. J'ai compris le grec à 9 ans. Ça s'est passé il y a environ 5 ans. Je venais tout juste de terminer le lycée et j'avais repris contact avec une fille que je connaissais de l'école, grâce à mon boulot de l'époque. L'une de ses amies proches était aussi une ancienne camarade, donc on traînait souvent tous les trois ensemble. Un jour, cette amie part en voyage dans une ville touristique à environ 4 heures d'ici. L'hôtel où elle séjourne a sur ses murs des photos de personnes ou de groupes ayant déjà logé là-bas. Pendant que je passais du temps avec la fille avec qui je travaillais, elle reçoit un message de son amie. Elle lui demande si j'ai déjà été dans cette ville, surtout quand j'étais plus jeune. Je ne m'en souvenais pas précisément, mais je savais que c'était possible. J'avais déjà fait quelques voyages en famille dans ce coin-là. Puis elle envoie une photo datant du début des années 2000, où l'on voit une vingtaine de personnes. Et là, au premier rang,
je me vois. Je porte des vêtements que je me souviens très bien avoir eus. Je confirme que c'est bien moi, et on parle de combien c'est fou de tomber sur une photo de moi enfant, dans un hôtel au hasard, comme ça. Je regarde à nouveau la photo et là je réalise quelque chose d'étrange, je ne reconnais absolument personne d'autre. Il y a plusieurs adultes et un groupe d'enfants. Ce ne sont pas des camarades de classe, ni des profs, ni des entraîneurs. Ce n'était pas une sortie scolaire, car mon amie qui est à l'hôtel était dans les mêmes classes que moi à cette époque-là, et elle n'est pas sur la photo. Elle ne reconnaît personne non plus. Je montre la photo à mes parents et ils n'ont aucune explication. Ils ne se souviennent pas que j'ai fait un voyage là-bas, et eux non plus ne reconnaissent personne sur la photo. Juste moi. Donc quelque part, dans un hôtel situé dans le nord-ouest de la péninsule inférieure du Michigan, il y a une photo de moi enfant, prise lors d'un voyage dont personne ne se souvient, entouré de gens que personne ne reconnaît. Mes parents possédaient une entreprise et louaient un bâtiment avec 3 grandes portes de garage situées à l'arrière. Ces portes donnaient sur une cour clôturée servant au stockage extérieur, elle-même donnant sur une ruelle. Les portes étaient assez espacées, car le bâtiment était conçu pour avoir 3 sections distinctes. Un jour, j'étais là avec les 2 derniers employés. On a fermé l'entreprise, en commençant par verrouiller le portail arrière de la cour. Ensuite, on a fermé et verrouillé les 3 portes de garage, puis enfin la porte d'entrée. Je me souviens très bien avoir fermé la porte la plus à l'ouest et l'avoir verrouillée de l'intérieur à l'aide de loquets situés de chaque côté. Cette porte se trouvait juste à côté de l'espace repas, où il y avait une table, des chaises, un micro-ondes et un réfrigérateur. Une fois la porte d'entrée verrouillée, les 2 employés sont montés dans mon camion parce qu'ils étaient garés dans la ruelle et voulaient que je les dépose devant leur voiture. Quand on est arrivé à leur véhicule, l'un des employés me dit qu'on avait oublié de fermer la porte la plus à l'ouest. J'étais un peu confus, mais en regardant tous ensemble, on pouvait clairement voir l'intérieur de la salle à manger depuis la ruelle. Aucun doute, la porte était ouverte, et j'avais dû oublier de la verrouiller. Je leur dis que je vais m'en occuper. Je fais le tour en voiture, je déverrouille la porte d'entrée et je traverse les 100 mètres qui mènent à la porte ouest. Quand j'arrive, la porte est fermée et verrouillée avec les loquets. À ce moment-là, une légère panique s'installe. Non seulement les 2 employés avaient bien vu la porte ouverte, mais cela voulait dire que quelqu'un l'avait refermée et loquetée après mon départ. Et comme les loquets ne pouvaient être fermés que de l'intérieur, cette personne était toujours dans le bâtiment avec moi. J'ai cherché partout, en haut, en bas, dans chaque recoin. Je n'ai trouvé personne. Ma première pensée a été que quelqu'un se cachait à l'intérieur. Finalement, je suis reparti et j'ai appelé mes parents. Ma mère a répondu et je lui ai raconté ce qui venait d'arriver. Elle m'a simplement dit « Tu veux savoir pourquoi j'ai arrêté de rester tard après le départ des employés ? Les dernières fois que je l'ai fait, des choses bizarres se sont produites. » Parfois, de petites choses disparaissent de mes mains. Littéralement, elles disparaissent de la réalité. La première fois que je me souviens que c'est arrivé, j'avais 5 ou 6 ans. J'étais dehors, dans notre jardin, en train de tenir un petit jouet que j'avais eu dans une de ces machines à 25 centimes. J'avais fermé ma main complètement autour du jouet pour ne pas le perdre pendant que je marchais, et il était juste assez gros pour que je sente bien sa présence dans ma paume, jusqu'au moment où, très soudainement, je ne l'ai plus senti du tout. Je l'ai cherché dans la terre pendant ce qui m'a semblé être des heures, mais c'était un jouet rose fluo, donc ça aurait été difficile de le rater. Et pourtant, je ne l'ai jamais retrouvé. Une autre fois, au lycée, une amie m'a donné une pièce d'un pays d'où elle venait tout juste de revenir, je ne me souviens plus lequel, elle voyageait beaucoup pendant les vacances. Je n'avais pas de poche, alors je la tenais fermement dans ma main jusqu'à ce que je puisse la mettre dans mon sac, rester dans mon casier. Ce n'était qu'un court trajet dans le couloir, il n'y avait presque personne. Mais quand je suis arrivé à mon casier et que j'ai ouvert la main, elle était vide. Il n'y avait pas beaucoup d'endroits où chercher, et si la pièce était tombée, elle aurait forcément fait du bruit. Mais je n'ai rien entendu. Plus récemment, j'ai perdu une paire de boucles d'oreilles que j'avais retirées pour les poser dans mon tiroir.
Je vis dans un tout petit appartement, mais comme il y a pas mal de moquettes, je me suis d'abord dit que j'avais dû les faire tomber sans m'en rendre compte. J'ai fini par tellement m'énerver que j'ai déplacé tous les meubles et passé l'aspirateur dans toute la pièce, juste pour voir si je pouvais les retrouver de cette façon. Rien du tout. En rentrant d'un voyage par l'autoroute, celle qu'on avait empruntée des dizaines de fois depuis que j'étais en CP, j'ai pris une sortie pour faire le plein d'essence. Évidemment, la station était à 2 km de là. J'ai continué à rouler et tout ce qu'il y avait autour, c'était des champs et des bois, jusqu'à ce qu'on arrive devant une station essence qui avait franchement l'air abandonnée. Ma mère dormait sur le siège passager, alors je l'ai réveillée juste pour lui dire que j'allais aux toilettes et que je revenais tout de suite. Il y avait une ambiance très campagne, des pics UPS surélevés, un vieux monsieur avec son petit-fils et un chien dans une vieille Mustang. En m'approchant, un chaton est venu vers moi en miaulant. Je l'ai pris dans les bras. Le gars de la station est sorti et m'a dit que je pouvais le garder, qu'il avait été abandonné là. Je suis retourné tout de suite à la voiture, j'ai dit à ma mère de tenir mon nouveau chat, et je suis allé chercher une boisson énergisante et utiliser les toilettes. Les toilettes, d'ailleurs, ressemblaient à un ajout de dernière minute, des murs en contreplaqué et l'intérieur couvert de graffitis au marqueur. En sortant, le vieux monsieur est venu me voir avec son petit-fils. Il m'a dit qu'il y avait plein de chatons qui couraient autour de sa ferme, et m'a demandé si je voulais échanger celui que je venais de trouver. J'ai répondu qu'on n'avait pas le temps, et que j'aimais bien celui-là. Il m'a souri et a dit « Bonne route ». Ce chat, là, il est spécial. Depuis, ma famille et moi n'avons jamais réussi à retrouver cette sortie. À chaque voyage, ils cochent les sorties qu'ils prennent, mais celle-là n'est plus jamais réapparue. Ça fait maintenant 7 ans que j'ai ce chat. Je ne pense pas que cette station ou cette sortie était censée exister. Et je doute qu'on la retrouve un jour. Un soir, mes potes et moi étions défoncés, assis dans un parc. On était 6 en tout. Tout à coup, on a commencé à parler comme si on était d'autres personnes, en se donnant des noms inventés et en se posant des questions du genre « Alors John, comment vont les enfants ?» ce genre de délire. À un moment, on a inventé une femme fictive pour l'un de nos potes, qu'on a appelée Trisha. Et on a parlé de sa vie pendant un bon moment, comme si elle existait vraiment. Soudain, son téléphone sonne. C'était une fille qui s'appelait Trisha. On a tous flippé grave. Il a répondu et l'a mise sur haut-parleur. On l'a tous entendu dire. Et, je sais que ça fait longtemps, mais je sais pas pourquoi, j'ai pensé à toi et j'ai eu envie d'appeler pour savoir comment tu allais. Apparemment, ils s'étaient rencontrés vite fait dans un bar quelques années plus tôt, il y avait eu un petit truc entre eux, puis ça s'était éteint. Et ce n'était pas lui qui avait inventé le nom Trisha. On n'avait même aucune idée qu'elle existait. On en parle encore aujourd'hui, l'incident Trisha. Quand j'étais petit, une femme habitait à côté de chez ma grand-mère avec son mari. Elle s'appelait Pam, elle avait la cinquantaine bien entamée, et elle était vétérinaire. Ils ont fini par divorcer, et elle a décidé de partir s'installer en Australie pour prendre sa retraite, puisque sa fille y faisait ses études. Lui est resté dans la maison. J'allais souvent chez elle. Elle adorait me parler de mon ami imaginaire, Martin, que j'avais inventé après la naissance de ma sœur, quand j'avais 2 ans. Elle semblait vraiment fascinée par lui et aimait simplement m'écouter en parler. Martin a commencé à disparaître petit à petit de ma vie après le départ de Pam, vers mes 6 ans. Puis, environ 7 ans plus tard, en classe de 4e, j'ai soudainement rêvé de Martin, sans raison. Je ne m'étais pas souvenu de lui consciemment depuis mes 6 ou 7 ans. Le lendemain, ma grand-mère a appelé ma mère pour lui dire que Pam revenait d'Australie pour assister aux funérailles de son ex-mari, l'homme avec qui ma grand-mère avait travaillé pendant des années, et qu'elle venait avec sa fille, car c'était son père. Ma mère a bien sûr accepté l'invitation pour les funérailles. C'était un moment très émouvant, mais tout s'est bien passé, et on est ensuite retourné à la maison pour un repas. Là,
j'ai pu revoir Pam après toutes ces années. À un moment, elle m'a demandé si je pouvais la suivre, elle voulait me montrer quelque chose. Elle a sorti un vieil album photo d'un placard et a feuilleté jusqu'à une page où il y avait des photos d'un garçon qui ressemblait exactement à Martin. Trait pour trait. Elle m'a expliqué qu'il s'appelait Martin. Il y avait des photos de lui à l'école, avec son prénom inscrit en dessous. Elle m'en a montré d'autres, de lui adolescent, puis à l'université. La dernière le montrait lors de sa remise de diplôme, souriant à pleines dents. Elle m'a raconté qu'il s'était suicidé exactement une semaine avant ma naissance. Il venait d'avoir son diplôme et souffrait depuis longtemps de dépression, mais le cachait à tout le monde. Après sa mort, son mariage s'est effondré et sa fille est partie faire ses études en Australie. Elle m'a avoué qu'elle avait fini par détester cette maison parce qu'elle y voyait toujours la chambre de son fils, ses photos, et que ça lui était devenu insupportable. Elle a dit qu'elle avait été stupéfaite que mon ami imaginaire lui ressemble tant, physiquement mais aussi, selon elle, dans sa manière d'être. Je n'avais absolument aucune connaissance de son existence avant ce jour-là. Et pourtant, j'avais inventé un garçon identique à lui. Je suis toujours en contact avec Pam, même si elle approche des 70 ans. Je vais la voir parfois quand elle revient ici. C'est une femme géniale. Je dois aussi dire que j'entends le bourdonnement, j'ai souvent des déjà-vus, et j'ai cette étrange capacité à prédire les morts des gens. Je pense à quelqu'un, même pas forcément une célébrité, et il ou elle meurt le lendemain. Je jouais tout seul dans mon jardin, il faut savoir que le jardin était assez grand, sans clôture, et bordé par 3 routes. C'était une après-midi d'été vraiment calme. Tout à coup, j'ai entendu un bruit fort de moto, et j'ai vu un motard tout en noir venir droit vers moi. Il portait un blouson de cuir noir sur une moto noire. Je ne voyais pas son visage parce qu'il avait un grand casque, mais il venait directement dans ma direction et j'étais terrifié. Mais il a fini par s'écraser et glisser dans le fossé entre moi et la route d'où il arrivait. Alors, moi, j'avais 7 ou 8 ans, et je suis allé en courant vers lui. Je lui ai attrapé la main sans vraiment savoir pourquoi. Je m'en souviens très clairement, sa main était chaude, très solide, presque comme en métal, pas du tout comme une vraie main. Mais quand je me suis retourné, pour une raison dont je ne me souviens plus, ma main a lâché la sienne une seconde, et il avait disparu. J'ai pensé que je l'avais peut-être imaginé. Mais il y avait une longue trace de dérapage dans l'herbe à cet endroit-là. Je ne l'avais jamais vu avant, et je connaissais bien ce coin du jardin, c'était là où je ramassais des cailloux et d'autres trucs quand j'étais petit. La marque est toujours là aujourd'hui. Peut-être que c'était une coïncidence étrange, mais ce qui m'a vraiment marqué, c'est que ma voisine, qui avait le même âge que moi, m'a demandé dès que je suis allé chez elle ce jour-là, « Est-ce que le motard va bien ?» Elle m'a dit qu'elle avait vu un type tout en noir tomber avec sa moto dans notre jardin. Mais aucun de nos parents ne l'a vu. Je n'arrive toujours pas à me défaire de ce sentiment étrange. Alors je feuilletais mon vieux journal intime, celui que je tenais quand j'étais plus jeune, et je suis tombé sur une entrée vraiment déroutante. Quand j'étais petit, j'avais quelques soucis de santé mineurs, ce qui faisait que je devais passer de temps en temps par l'hôpital. L'un de mes rendez-vous était programmé à 7 heures du matin, et c'était une étude du sommeil, donc je devais rester éveillé toute la nuit à partir de minuit. Si je me souviens bien, je ne devais pas manger non plus, même si ce détail n'est probablement pas important. Tout ça est un souvenir que j'ai encore très clairement aujourd'hui, c'était une période stressante pour moi, et j'ai tout noté dans mon journal de l'époque, avec mon style maladroit d'enfant pas encore adolescent. Sauf qu'un détail est complètement incompréhensible. Cette nuit-là, mon père m'avait loué 2 jeux vidéo dans notre vieux vidéoclub Blockbuster pour m'aider à passer le temps. Évidemment, j'en ai parlé dans mon journal. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que j'ai écrit le nom d'un jeu que je ne connaissais absolument pas à cette époque. Un jeu qui, en fait, n'existait même pas encore. Ce n'est qu'en grandissant, des années plus tard, que j'ai découvert ce jeu, et même toute la série dont il fait partie. À l'époque où j'ai écrit cette entrée, cette série devait à peine commencer à exister, si elle existait du tout.
Je me rappelle être retombé sur cette page au lycée, et de n'avoir pas réussi à comprendre comment mon moi d'enfant avait pu écrire le nom d'un jeu que je n'aurais pas pu connaître. C'est un jeu qui, à ce moment-là de ma vie, comptait énormément pour moi, mais c'était des années après. Rien que d'y repenser maintenant, ça me retourne l'estomac. Sérieusement, c'est quoi ce délire ? Je marchais dans un quartier que je connaissais très bien avec un ami, appelons-le John, en direction de chez un autre ami, appelons-le Chris. C'était une marche assez longue jusqu'à chez Chris, alors on a décidé de prendre un raccourci, un sentier qu'on avait déjà emprunté plusieurs fois. Il reliait deux quartiers, une petite portion boisée d'environ 15 à 25 mètres en ligne droite. On sort du sentier, et on se retrouve dans une rue qu'on ne reconnaît pas du tout. Rien ne nous semble familier. C'était à l'époque des téléphones portables mais avant les smartphones et le GPS, alors on a appelé Chris pour lui dire qu'on était à l'intersection de deux rues, et on lui a donné les noms indiqués sur les panneaux. Il avait l'air super confus et nous a dit qu'il ne connaissait pas ces rues, qu'il n'avait aucune idée d'où on pouvait bien être. Alors on refait exactement le même chemin, on retourne sur le sentier, et on ressort littéralement juste à côté de chez lui, dans sa rue. Pas à l'endroit d'où on était parti. On lui a raconté ce qui s'était passé, et on a essayé de retrouver les noms des rues sur une carte, juste pour rigoler un peu du fait qu'il ne connaissait pas des rues censées être proches. Mais impossible de les trouver. Ces rues n'existaient pas. Ni dans son quartier, ni dans le nôtre, ni autour. J'ai repris ce même sentier plein de fois, avant et après cet événement. Et jamais, quelque chose comme ça ne s'est reproduit. Il y a quelques années, une amie faisait la distribution de journaux tard le soir, dans une zone vraiment paumée, un coin bien redneck. C'était plus pratique de le faire la nuit, ça évitait les embouteillages. J'y allais avec elle et son frère, et à chaque fois, il se passait des trucs vraiment bizarres. Mais il y a un moment qui m'a marqué plus que les autres. On roulait sur une route, il devait être 3 ou 4 heures du matin, et on a vu quelqu'un en manteau orange, sur un vélo. On a tous fait des remarques du genre, jamais de la vie je serais dans ce coin-là tout seul à cette heure-ci, et on a sorti quelques blagues à la détour mortel. Le coin faisait vraiment flipper, comme si des bouseux allaient sortir des bois avec des haches ou des tronçonneuses. On a continué notre route, on l'a dépassée, et c'est tout. Mais quelques kilomètres plus loin, on revoit exactement la même personne, toujours en manteau orange, toujours à vélo, en train de rouler tranquillement. Aucun de nous n'a compris comment il aurait pu arriver là avant nous. Il n'y avait pas de raccourci, pas de route parallèle. C'était un long chemin principal à 2 voies, avec de petites routes droites qui partaient vers des lotissements ou des cul-de-sac. Le reste, c'était de la forêt, à perte de vue. C'était juste vraiment étrange. On avait tous ce sentiment bizarre au creux de l'estomac. C'est quelque chose qui s'est passé hier et aujourd'hui, et c'est complètement aléatoire. Hier, j'étais sorti avec des amis, et ma femme était un peu agacée parce qu'on était censé faire du repérage pour des meubles pour la maison. À un moment, je reçois un message de sa part, juste une photo d'une table. Je la reconnais tout de suite, c'était une table que j'avais déjà vue dans un magasin. Je me dis qu'elle est partie faire les courses sans moi, alors je réponds un truc du genre, elle est pas mal. Et là, elle répond immédiatement, qu'est-ce qui est pas mal ? Je remonte dans la conversation, et il n'y a aucun message avec la photo de la table. Rien. Elle est à la maison, elle ne m'a rien envoyé du tout. En fait, je n'ai reçu aucun message de qui que ce soit. Aujourd'hui, je suis au travail, et elle est effectivement partie faire du repérage de meubles. Et qu'est-ce qu'elle m'envoie ? Une photo de la même foutue table. Alors maintenant je ne sais pas si l'univers essaie de me dire qu'il faut absolument l'acheter ou qu'il faut fuir cette table à tout prix. J'ai vécu une expérience incroyable il y a environ 2 ans, à Easton, en Pennsylvanie. Mon ami et moi étions arrêtés à un feu rouge, à côté d'un magasin de vélo, pendant un road trip, quand j'ai vu quelque chose de vraiment étrange.
Un jeune homme est sorti du magasin, habillé avec des vêtements très colorés, et il est monté dans sa voiture. Pendant qu'on attendait au feu, j'ai tourné la tête pour discuter avec mon ami. Quelques secondes plus tard, je me retourne, et exactement la même scène se reproduit. Le même jeune homme, habillé de la même façon, sort du magasin et monte dans sa voiture de la même manière. Il ne s'était pas écoulé assez de temps entre les deux pour que ce gars ait eu le temps de redescendre de sa voiture, retourner dans le magasin, puis ressortir à nouveau. Entre le moment où je l'ai vu sortir une première fois et le moment où la scène s'est rejouée, il ne s'était passé que quelques secondes. C'est l'une des expériences où j'ai vraiment eu l'impression d'avoir vu un glitch dans la matrice. Comme un ralenti, un replay en direct. Ou peut-être un décalage de réalité. Ou un pas en dehors du temps. Ce qui est encore plus étrange, c'est que je n'étais même pas dans un état d'esprit méditatif ou particulier. J'avais 17 ans. Je venais de commencer à sortir avec un nouveau copain, et on allait souvent se balader dans un parc d'État près de chez nous après les cours, juste pour être seul un peu et marcher. Un jour d'octobre, il faisait anormalement chaud, alors on a décidé d'aller un peu plus loin dans les bois que d'habitude parce qu'on avait entendu dire qu'il y avait une jolie côte à environ 2 ou 3 kilomètres de là où on se garait d'habitude. Pendant que je conduisais, la route, qui était à la base une route à 2 voies, sans ligne centrale, classique pour la Nouvelle-Angleterre, s'est rétrécie à une seule voie, puis encore plus. L'asphalte s'est transformé en chemin de terre, et les arbres étaient si serrés qu'il n'y avait plus de place pour se garer ni même pour faire demi-tour. Bon, à 17 ans, évidemment, je me sentais invincible, alors j'ai continué parce que pourquoi pas. Aujourd'hui, en tant qu'adulte, j'y verrais un énorme drapeau rouge et je ferais demi-tour direct, mais à l'époque j'étais insatiable dès qu'il s'agissait d'aventure. J'ai continué de rouler pendant encore un bon kilomètre, montant et descendant des collines, surtout en montée, sur des virages ultra serrés, presque en épingle. Petit à petit, les arbres ont commencé à se clairsemer, jusqu'à ce qu'on arrive dans une grande prairie. Mais toujours nulle part où se garer sans bloquer la route ou rouler sur des broussailles. Alors j'ai continué encore un peu. Et là, juste après le champ, en rentrant de nouveau dans la forêt, j'ai repéré un petit renfoncement poussiéreux sur le bas-côté. Parfait. On sort de la voiture, je la verrouille comme toujours, je mets les clés dans ma poche. On descend dans la prairie, qui mène à quelques sentiers. Ces sentiers plongent sur une colline herbeuse assez raide pour rentrer dans la forêt. Faut savoir que c'était la même forêt que celle qu'on fréquentait d'habitude, donc on était familier avec les types de chemins et la signalisation. Du coup, on n'a pas vraiment fait attention à l'orientation, on se concentrait plutôt sur le paysage, et l'un sur l'autre, évidemment. On marche pendant ce qui nous semble être une trentaine de minutes, quand il commence à pleuvoir. Et c'est là que le souvenir devient presque surréaliste. Comme un rêve éveillé. On décide de faire demi-tour et de revenir par le sentier qu'on a pris à l'aller, sauf qu'il commence à serpenter bizarrement et à s'enfoncer encore plus profondément dans les bois. La pluie est légère, presque une brume, il fait encore chaud, et surtout il fait encore jour. On continue à marcher, ce qui semble durer 1 heure de plus. On commence à s'énerver un peu. Si on fait les calculs, on a quitté l'école à 14h30, avec le temps de route, il devrait être au moins 17h. Et donc le soleil devrait commencer à se coucher. Mais non. On regarde nos téléphones, il est 19h. Et pourtant, le soleil est encore haut. Incompréhensible. On accélère le pas, on essaie d'utiliser le GPS pour retrouver notre chemin, mais pas de réseau. D'une manière ou d'une autre, on finit par retrouver la colline qu'on avait descendue au début. On remonte, et là on voit une maison. Puis 2. Puis 3. 3 maisons abandonnées alignées au milieu du même champ qu'on avait traversé tout à l'heure. Il y a des arbres autour et entre les maisons, mais nulle part ailleurs dans la prairie. Les maisons ont l'air anciennes, genre des années 1950. Le bardage n'est pas fini, les fenêtres et les portes sont condamnées, impossible d'entrer. Aucune ouverture visible. Et ma voiture est là. Juste devant les maisons. Garée sur le même petit renfoncement qu'on avait trouvé. Toujours verrouillé.
On était complètement terrifiés. On est monté direct dans la voiture, on a fait demi-tour et on est parti. C'était vraiment flippant. On n'y est jamais retourné. Cela faisait des semaines que je tournais autour d'elle, sans jamais oser franchir le pas. Elle travaillait dans le même service que moi, et chaque fois que je la voyais, j'avais cette sensation étrange dans le ventre. Des amis en commun m'avaient glissé qu'elle n'attendait qu'une chose, que je me décide enfin à l'inviter. Alors ce soir-là, sans trop réfléchir, je lui ai proposé qu'on aille voir un film. Mad Max venait de sortir, et tout le monde en parlait comme du film de l'année, voire de la décennie. Je savais qu'elle aimait les films d'action. C'était le prétexte parfait. Je l'ai retrouvée devant le cinéma. Elle était magnifique. Une robe simple mais élégante, ce genre de tenue qui vous fait oublier où vous êtes. On a bu un verre juste avant la séance, puis on est entré dans la salle. Je me souviens m'être installé dans le fauteuil, pop-corn en main, le cœur battant un peu plus vite que d'habitude. Le film avait commencé et j'étais happé par l'action, les images, le son qui vibrait à travers tout mon corps. J'étais à fond, complètement immergé. Puis, sans prévenir, j'ai ressenti une étrange déconnexion. Comme un flottement. Un peu comme quand on est à moitié endormi, conscient de son corps, mais incapable de le contrôler. C'était bref mais intense. J'ai fermé les yeux un instant pour essayer de chasser cette sensation. Quand je les ai rouverts, le choc a été immédiat. Je n'étais plus dans une salle de cinéma, mais dans un théâtre. Un vrai théâtre, avec une scène, des rideaux rouges, des acteurs jouant en direct devant nous. Je n'avais pas bougé d'un centimètre et pourtant tout avait changé. J'ai tourné la tête vers elle. Elle était toujours là, sereine, comme si rien d'inhabituel ne venait de se produire. Elle m'a regardé avec un sourire, comme si de rien n'était. J'ai essayé de réfléchir à ce qui avait pu se passer. Est-ce que j'avais perdu connaissance, fait un rêve éveillé, ou est-ce que quelque chose d'autre m'échappait complètement? C'était irréel. Le film, le pop-corn, les fauteuils rouges du cinéma, tout semblait avoir disparu comme un mirage. Le spectacle s'est terminé, et malgré le flou étrange qui flottait dans ma tête, la soirée a continué. Je l'ai raccompagnée chez elle. Juste avant qu'elle ne rentre, je l'ai embrassée. C'était simple, sincère, et je savais à cet instant que quelque chose avait commencé entre nous. Les mois ont passé, puis les années. Aujourd'hui, elle est ma femme. Un jour, je lui ai raconté cette histoire, cette sensation de saut dans un autre lieu, dans un autre monde presque. Elle a ri doucement, et m'a dit que j'avais réservé des places pour ce théâtre, parce qu'elle adorait ça. Elle était persuadée que c'était mon idée. Mais moi, je sais ce que j'ai vécu. Je me rappelle clairement avoir acheté 2 tickets pour Mad Max, commandé du pop-corn, et m'être assis dans cette salle obscure. Tout est trop net pour que ce soit un simple oubli. Je ne saurai jamais ce qu'il s'est vraiment passé ce soir-là. Peut-être qu'à certains moments, des mondes se croisent, des lignes se mélangent, et on glisse sans s'en rendre compte d'un univers à un autre. Ce que je sais, c'est que si cet instant étrange a été le prix à payer pour la rencontrer vraiment, alors je le paierai 1000 fois. Je suis heureux de ma vie aujourd'hui. Et même si je ne comprends pas tout, je pense que certaines choses sont faites pour rester inexpliquées. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.